Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cours d'échecs. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. Je ne vais pas vous montrer des exercices ou des problèmes concernant un thème précis. Je vais plutôt vous montrer une partie, une des parties les plus célèbres de l'histoire des échecs, voilà, que beaucoup de monde connaît et que la plupart des joueurs expérimentés ont déjà vu et analysé. Alors c'est une partie qui est assez courte, mais qui contient beaucoup de thèmes très intéressants. Voilà, et on va essayer de regarder tout ça ensemble. Donc la partie que je vais vous proposer, elle s'est déroulée en 1858, donc il y a plus de 150 ans, c'est une vieille partie, et elle a opposé le meilleur joueur de l'époque, qui avait les blancs dans cette partie, qui était américain, qui s'appelait Paul Morphy. Il jouait dans des conditions un petit peu spéciales parce qu'il jouait en consultation, enfin contre deux adversaires en consultation, c'est-à-dire deux joueurs qui décidaient ensemble du choix du coup. Et ces joueurs étaient le comte de Brunswick et le duc Issoire. Voilà. Une autre particularité de cette partie, c'est qu'elle s'est déroulée dans un cadre un peu spécial, qui lui a donné son nom d'ailleurs. Elle s'est déroulée à l'Opéra de Paris, et d'où son nom de partie de l'opéra. Et le tableau de maths final, vous verrez, a pris le nom dans l'histoire des échecs de maths de l'opéra. Alors il faut savoir qu'à cette époque, effectivement, l'opéra n'était pas exactement comme maintenant, où les gens viennent maintenant pour écouter la musique principalement. À l'époque, c'était un endroit assez mondain où les gens se retrouvaient, les gens de la bonne société se retrouvaient pour discuter, pour se voir, pour se montrer, et le cas échéant, pour jouer aux échecs. Dans la littérature du 19e siècle, on trouve souvent des descriptions comme ça de soirées à l'opéra, soirées mondaines à l'opéra. Ben, c'était le cas. Et donc à l'époque, le meilleur joueur était américain. Il était en tournée en Europe pour affronter les meilleurs joueurs européens. Et il a passé une soirée à l'opéra et il a été défié par deux adversaires et il a laissé donc une partie dont tout le monde se souvient 150 ans après, cette fameuse partie de l'opéra. Alors, venons-en maintenant au coup. Voilà. Donc, Morphy avec les blancs a commencé par le coup classique, E2, E4, voilà. Pas besoin de développer là-dessus, le coup le plus classique. Ses adversaires ont répondu E7, E5, voilà, la variante symétrique. Morphy a joué cavalier F3, voilà, le coup le plus usité aussi. Et là, ses adversaires ont décidé de jouer la défense Philidor, c'est-à-dire le coup D7, D6. Alors, c'est un coup qui est tout à fait jouable, bien entendu, qui se joue encore maintenant. Il y a des forts joueurs qui continuent à le jouer. Malgré tout, c'est un coup qui a quelques inconvénients. C'est considéré comme un petit peu passif, dans la mesure où ça enterre le fou F8, voilà, qui se voit d'un coup privé de sa diagonale naturelle de sortie. Voilà, et ça ne sort pas les pièces. Plus souvent, on trouve cavalier C6, qui est le grand coup classique, auquel cas les blancs répondent soit fou B5, la défense espagnole, soit fou C4, la défense italienne, soit D4, la partie écossaise. Bon, il y a plusieurs possibilités. Existe aussi, je vous le mentionne comme ça en passant, le coup cavalier F6, dit défense Petrov ou défense russe. Voilà, l'idée étant de ne pas défendre le pion E5, mais de contre-attaquer sur le pion E4. Voilà, une ouverture aussi très solide et voilà, de très bonne qualité. Bon, les joueurs avec les noirs ont joué D6. Morphy a décidé de jouer D4. Voilà, il décide de prendre le centre directement. Et déjà, on assiste à enfin, il y a une espèce de carrefour ici. Voilà. Alors, je vais vous parler 2 minutes vraiment de la théorie actuelle, la manière dont on joue actuellement cette position, ce qui était différent à l'époque. Ici, il y a deux idées principales pour les noirs. Soit, on s'aperçoit que les blancs font une pression directe sur le pion E5, ils attaquent deux fois. Donc, soit les noirs décident de tout de suite céder le centre en jouant D prend E5, cavalier prend E5, et ensuite de sortir leurs pièces en mettant souvent le cavalier en F6, le fou en E7, l'autre cavalier en C6 ou D7. Bon, voilà, c'est une position un peu resserrée, mais malgré tout assez solide. Et il y a une autre possibilité, c'est de ne pas toucher au centre et au contraire de renforcer le pion E5, par exemple en jouant cavalier D7, voilà, en s'accrochant à la défense du pion E5 et voilà, une position un peu défensive mais très solide. Malgré tout, il y a plusieurs pièges. Je peux vous en montrer un ou deux qui sont assez jolis dans cette position. Il faut les connaître parce que ça peut très mal tourner avec les noirs. On croit qu'on joue une ouverture solide et malgré tout, ça peut vite mal tourner. Par exemple,
cavalier D7, imaginons fou C4, voilà, un coup de développement très logique, pion prend D4. Alors ça, c'est un mauvais coup dans cet ordre de coups, parce qu'en fait, on mélange deux plans. Soit on s'accroche au pion E5, mais dans ces cas-là, il ne faut pas prendre, soit on échange, mais dans ces cas-là, cavalier D7 n'était pas forcément indispensable. Il aurait mieux fallu sortir l'autre cavalier et préparer plus rapidement le petit roc. Vous allez voir pourquoi, ça va très vite. Pion prend D4, cavalier prend D4. Et là, par exemple, sur un coup comme fou E7, un coup de développement qui semble ultra naturel, hein, je prépare le petit roc, le fou il n'a qu'une case, donc je le mets en E7, et bien les noirs ont déjà perdu. Là, il y a une combinaison qui gagne tout de suite. Vous pouvez essayer de la chercher si vous voulez à la maison. Les blancs gagnent la dame, même mat en fait, en réalité. Voilà, je peux vous montrer. Ici, il joue fou prend F7. Fou prend F7, échec, un coup terrible. Bon, les noirs n'ont pas tellement le choix. Hein. Si joue roi F8, il y a déjà une fourchette qui gagne la dame et la partie. Et s'ils prennent le fou, il y a un coup très joli ici pour les blancs qui gagne, c'est cavalier E6. Vous pouvez voir, attaque la dame. Si la dame s'en va, je peux déjà prendre en C7 et prendre la tour. Je peux même mater d'ailleurs. Et si le roi prend, j'ai un mat en 2. Dame D5 échec, roi F6 forcé, dame F5 mat. Voilà. Bon, il y a d'autres variantes, évidemment. Je vous mentionne ça en passant, mais pour vous montrer que cette position est très piégeuse. Hein. Voilà. Les adversaires de Morphy ont décidé de jouer un coup qui n'est pas excellent, qui a l'air assez logique, mais qui n'est pas excellent. Ils ont joué fou G4. Alors l'idée de ce coup, on le voit, c'est simplement de clouer le cavalier F3. Le cavalier F3 ne peut pas bouger sous peine de perdre la dame. Voilà. Bon, malgré tout, le problème, c'est que cette sortie du fou est un petit peu prématurée et Morphy va gagner l'avantage de la paire de fous, voilà, grâce à un petit échange bienvenu. Et on verra qu'il va rester avec un fou de case blanche sans opposition sur l'échiquier qui va faire des dégâts. Ici, il a joué simplement D prend E5. Alors, un coup extrêmement logique, mais qui pose une petite question aux noirs, parce que les noirs ne peuvent en réalité pas reprendre le pion. S'ils reprenaient le pion directement, il y aurait une manœuvre assez désagréable pour eux. J'échangerai les dames, tout simplement. Dame prend D8, roi prend D8 forcé, et tout simplement, cavalier prend E5. On peut déjà faire un bilan. Les blancs ont gagné un pion, ils ont un pion de plus. Le roi noir est déroqué. Une fourchette désastreuse et menacée en F7. Le fou est attaqué. Ça fait beaucoup de problèmes à régler pour les noirs. Alors la position n'est pas perdue, hein, ils peuvent encore essayer de résister. Malgré tout, on peut dire que l'ouverture s'est déjà très mal passée. On a joué, je crois, 6 coups, voilà, et les noirs sont déjà en grande difficulté. On ne peut pas dire que ce soit un succès. Donc du coup, les joueurs avec les noirs sur D prend E5 ont décidé, d'ailleurs, en l'occurrence maintenant c'était le bon choix, de jouer l'intermédiaire fou prend F3 pour dévier la dame, dame prend F3, et maintenant jouer pion prend E5. Résultat des courses, l'équilibre matériel est restauré. Les noirs, visuellement, n'ont pas de problème particulier. En réalité, ils en ont. Hein. Ils ont déjà un très léger retard de développement parce que la dame des blancs est déjà sortie. Alors, normalement, on dit qu'il ne faut pas sortir la dame trop tôt dans l'ouverture, mais en l'espèce, elle va être utile. Pourquoi va-t-elle être utile? Parce que le fou de case blanche des noirs a disparu. Et du coup, il y a un réseau de diagonales noires qui va pouvoir être attaqué par les pièces blanches sans que les noirs puissent s'y opposer. Et on va voir que Morphy va faire ça vraiment de main de maître. Alors, il joue un coup vraiment normal. Il joue fou C4. Alors, bien sûr, on voit la menace. Il menace tout simplement le coup du berger. Sur n'importe quel coup qui ne défend pas F7, la partie est déjà finie. Bon. Évidemment, ses adversaires vont le voir. Mais malgré tout, on peut voir dans la stratégie de développement de Morphy, et ça va se confirmer avec les coups suivants. Morphy, il est resté très célèbre dans l'histoire des échecs. Alors, il n'était pas champion du monde officiellement, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de championnat du monde qui était organisé à l'époque. Le premier champion du monde, c'est à la fin du 19e siècle, vers 1895, je crois. C'est un Autrichien qui s'appelait Wilhelm Steinitz, qui a eu le premier titre de champion du monde, mais les joueurs antérieurs à Steinitz avaient un titre, disons, officieux de meilleur joueur du monde, et c'était le cas de Morphy à l'époque. Voilà.
Et donc, son grand apport à la théorie des échecs, c'est qu'il avait compris l'importance du développement. C'est-à-dire que ses coups étaient souvent assez simples. Voilà. Il avait compris qu'il fallait très vite sortir toutes ses pièces et mobiliser le plus rapidement possible toute son armée pour pouvoir attaquer. Et du coup, on va voir que dans les coups suivants, vous allez voir, ça va être très frappant, qu'à chaque coup, il va tenter de développer une nouvelle pièce pour poser des problèmes au noir. Donc là, fou C4, il sort une pièce sur une belle diagonale, d'autant que le fou ne peut pas avoir d'opposition par son homologue fou noir de case blanche qui a disparu, et il menace le coup du berger. Bon, les noirs se défendent cavalier F6, évidemment un coup logique. Et là encore un coup très subtil de Morphy. Il a décidé de profiter à nouveau de l'absence du fou de case blanche des noirs pour faire un coup très désagréable sur les cases blanches, dame B3. Alors, dame B3, c'est tout simplement une double attaque. On attaque le pion F7 et on attaque le pion B7. Voilà, c'est impossible pour les noirs de défendre ces deux pions à la fois. Alors bien sûr, il y en a un qui est plus important que l'autre, hein, c'est le pion F7, parce qu'en fait, on menace mat. La batterie du coup du berger est inversée, mais c'est mat quand même. Par exemple, si les noirs décidaient de défendre ce pion, eh ben, fou prend F7, le roi bouge, en E7 ou D7, c'est pareil, et dame 6, échec et mat. Et même si le fou et la dame sont inversés, ça marche aussi. Donc le pion à défendre, c'est le pion F7. Et là, les joueurs avec les noirs ont décidé de jouer dame 7, qui est un coup qui a des inconvénients, mais qui est assez malin. On va essayer de comprendre pourquoi. Ils abandonnent le pion B7 à leur sort, mais ils se disent, bon déjà ils défendent F7 évidemment, mais ils se disent si Morphy décidait de jouer dame prend B7, qui a l'air presque gagnant parce qu'il attaque une tour qui ne peut pas bouger et l'aile dame des noirs a l'air ravagée. Mais ici, les noirs ont une ressource qui leur permet de s'en sortir, c'est qu'ils jouent simplement dame D4 échec. Force l'échange de dames, puisque le roi est en échec et la dame est attaquée, donc les blancs n'ont pas le choix. Dame prend, fou prend dame échec, et du coup, bon, je vais probablement jouer C3, le fou va devoir battre en retraite, mais si on fait le bilan, alors, certes, les noirs sont très mal partis, ils ont un pion de moins, les blancs ont la paire de fous, mais la partie continue. L'échange des dames fait qu'il n'y a plus d'attaque de mat, et maintenant, c'est une partie qu'on peut qualifier de technique, en fait. Les blancs vont devoir, dans une longue finale peut-être, valoriser leur pion de plus. Voilà, les noirs se disaient peut-être, j'aurai l'occasion de résister dans cette position, en tout cas plus. Mais Morphy a joué un coup excellent. Alors, c'est pas un coup extrêmement spectaculaire, mais évidemment, il a vu qu'il pouvait prendre B7 et rentrer dans cette finale très favorable, mais il voulait mieux. Ça, d'ailleurs, c'est un proverbe qu'on apprend aux échecs et qui est souvent vrai. Aux échecs, on dit, si vous voyez un bon coup, ne le jouez pas, mais assurez-vous qu'il n'en existe pas de meilleur. Et ben, c'est ce qu'a dû faire Morphy. Il a vu que dame prend B7 était certainement un bon coup, mais il a réfléchi, il en a trouvé un meilleur. Il a voulu simplement renforcer la pression et il a joué tout simplement un coup de développement, cavalier C3. Alors, ce qui motive ce coup, c'est aussi qu'il entend jouer contre cette dame 7, qui certes menaçait de s'échanger en B4. En jouant cavalier C3, l'échange n'existe plus. Sur dame B4, je jouerai simplement fou prend F7 échec, roi bouge, et puis peut-être dame 6. Enfin bon, en tout cas, les blancs rentrent dans la position des noirs. Mais surtout, la dame en E7, ici, elle bloque le développement des noirs. La dame en E7 bloque le fou F8, qui donc empêche le petit roc. Résultat des courses, l'aile roi des blancs est comme paralysée un peu à cause de la présence de cette dame 7. On voit qu'il y a une espèce de pâté de pièces pas très élégant ici. Donc Morphy entend en profiter, et pour ça il se développe rapidement. On voit que le cavalier menace de débarquer sur certaines cases, voilà, poser des nouveaux problèmes aux noirs. Cavalier C3. Donc le comte de Brunswick et le duc Issoire essayent de colmater les brèches ici, ils jouent C6. Alors c'est un coup qui est pas mauvais en réalité, ça contrôle les cases de rentrée du cavalier, ça ouvre la 7e rangée, ce qui permet à la dame de défendre le pion B7, parce que maintenant, effectivement, c'était une menace, hein, puisqu'il n'y a plus d'échec en B4. Si les noirs n'avaient pas joué C6, peut-être les blancs auraient sérieusement envisagé dame B7 dans cette position. Voilà. Inconvénient de C6, vous l'aurez deviné, c'est encore un coup qui ne développe pas de pièces. Et on s'aperçoit que le différentiel de développement entre les blancs et les noirs va s'accroître.
surtout après le prochain coup des blancs, fou G5. Sort une pièce sur la case la plus active possible, cloue le cavalier puisque la dame est derrière. La dame qui elle-même est obligée de défendre le pion F7, donc il n'y a pas trop de possibilités pour bouger. On s'aperçoit que les noirs sont très à l'étroit. Ils pourraient jouer cavalier D7 peut-être pour essayer de continuer leur développement, cavalier D7, mais ça laisserait le pion B7 à son triste sort, ce qui n'est pas enviable non plus. Donc ils ont décidé d'une solution un peu radicale, ils ont joué B5. Voilà. En disant, je ne peux pas sortir mes pièces à cause des pièces blanches bien développées, je les chasse, et ensuite, eh ben, je finirai mon développement. Et c'est là que Morphy, donc, va jouer un coup excellent, un coup très fort, alors qui a l'air assez naturel maintenant avec les critères modernes et les connaissances qu'on a des parties du passé, mais qui à l'époque a été comme une espèce de coup de tonnerre. Il a parfaitement analysé les potentialités, disons, de la position, les potentialités d'attaque, le jeu dynamique qui pouvait résulter de son choix, et il a décidé de faire un sacrifice. Voilà. Alors c'est un petit sacrifice, il a donné un cavalier contre 2 pions. Il a joué cavalier prend B5. Voilà. Malgré tout, très joli coup, son adversaire a pris, et fou prend B5, échec. Alors, le déficit matériel, il n'est pas énorme, c'est un cavalier contre 2 pions, et on s'aperçoit, les noirs jouent cavalier D7, on s'aperçoit qu'il y a des compensations évidentes, notamment à cause du problème de développement des noirs, nous y revenons. Là, il y a des clouages absolument dans tous les sens. Ce cavalier, le cavalier D7, est cloué sur la diagonale blanche, le cavalier F6 est cloué sur la diagonale noire, la dame est prête à intervenir dans tous les sens, et les autres pièces des noirs, le fou et les tours, pour l'instant, sont spectateurs de la partie. Le roi noir est bloqué au centre pour un temps indéterminé. Donc, on sent évidemment que les blancs ont des fortes chances d'attaque. Encore faut-il bien réaliser cette attaque. Et là, Morphy, fidèle à son style, décide de ne pas forcer les choses. Il ramène simplement une nouvelle pièce à l'attaque. La dame joue son rôle, les fous sont placés de manière idéale. Il décide de ramener une tour en jeu. Alors, il faut aussi faire attention quand on mène une attaque de penser au coup de défense éventuel des noirs. Et si les noirs ont une idée de défense, c'est d'échanger les dames. C'est vrai que l'échange des dames, si les noirs pouvaient réussir à jouer dame B4 échec, et ensuite forcer l'échange de dames, eh ben ça réduirait beaucoup leurs problèmes. Parce que sans les dames, c'est pas sûr du tout qu'il y ait une attaque de mat. Hein. Souvent, c'est quand même la dame qui mène l'attaque de mat. Et du coup, les noirs resteraient avec une pièce en plus. Bon, alors, les blancs auraient sans doute encore des compensations, mais voilà, les blancs veulent garder les dames. Donc, il a joué simplement grand roc. Double avantage, il met son roi à l'abri. Et surtout, il ramène la tour sur une colonne ouverte. Voilà, la meilleure case probablement de l'échiquier pour cette tour, la tour D1 attaque le cavalier D7. Alors là, on s'aperçoit qu'il y a déjà des menaces à cause des clouages dans tous les sens. Les pièces sont ce qu'on appelle un peu surchargées. C'est-à-dire qu'en fait, le cavalier F6 est censé défendre le cavalier D7, mais il est cloué. Le cavalier D7 ne défend pas le cavalier F6 parce qu'il est cloué. Donc, par exemple, si c'était au blanc de jouer, ben, je pourrais sans doute simplement, par exemple, sur un coup quelconque, voilà, je fais n'importe quoi pour passer le tour, hop, je pourrais tout de suite prendre le cavalier et ça serait déjà désastreux pour les noirs. Donc les noirs ont vraiment ici des gros problèmes à régler. Ils ont joué tour D8. Ils se recroquevillent autour de leur roi. Là, on voit que le roi est étouffé par leurs pièces. Mais malgré tout, le développement ne s'améliore pas tellement, et notamment ce pauvre fou C8 et cette pauvre tour H8 qui sont complètement spectateurs de la partie. Voilà. Malgré tout, tout tient. Ici, il n'y a pas de gain de pièces direct, il n'y a pas de mat direct, et il faut trouver un moyen de continuer l'attaque. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu à la solution que Morphy a trouvée. Il a joué, je crois, le meilleur coup possible dans cette partie, enfin dans cette position. Il a une nouvelle fois sacrifié une pièce. Son idée, c'est qu'il veut amener la dernière pièce, celle qui ne joue pas, il veut la faire jouer. La pièce qui ne joue pas, vous l'avez deviné, c'est la tour H1. Donc, il va essayer de la faire rentrer en jeu. Alors, peut-être des joueurs moins imaginatifs que Morphy
aurait décidé de faire une espèce de circuit comme ça pour doubler les tours, ou alors, peut-être plus rapidement, de jouer quelque chose comme tour D2 pour faire passer l'autre tour en D1 et monter une attaque, une espèce de batterie. Alors, c'est un petit peu lent, et Morphy a décidé d'aller plus vite. Il a sans doute, je pense qu'à partir d'ici, il a calculé la combinaison finale, il a dû voir que ça gagnait. Et donc, il a joué le très élégant tour prend D7. Alors, sacrifice de qualité. Une qualité, je vous rappelle, c'est ce qu'on a aux échecs, on appelle une qualité la différence entre une tour et une pièce mineure, un cavalier ou un fou. Donc là, il sacrifie une tour contre un cavalier. Voilà. En réalité, c'est un pseudo-sacrifice parce qu'il pourra reprendre cette qualité quand il veut, mais il veut plus. On va voir. On s'aperçoit que son adversaire n'a pas tellement le choix dans les moyens de reprendre. En fait, la tour, elle est en prise 4 fois, mais il n'y a qu'une pièce qui peut reprendre. Bon, le roi, bien entendu, c'est illégal. Le cavalier, ça coûterait la dame. La dame, elle serait en prise. Donc, il reste que la tour. Voilà, ça, c'était facile à calculer. Les noirs doivent jouer tour prend D7. Et Morphy, profitant du fait que la tour est clouée, donc elle ne peut pas bouger, ramène tranquillement la dernière pièce en jeu, tour D1. Voilà, avec des menaces terribles. Alors la menace, c'est toujours la même, tour prend D7. Ok. Ici, on voit pas très bien comment les noirs pourraient s'en sortir. Ils ont trouvé une ressource qui a l'air, à première vue, de marcher à peu près. Ils ont joué dame 6. Alors, leur idée, en fait, elle est double. D'une part, ils déclouent leur cavalier. Voilà, leur cavalier qui était cloué maintenant peut bouger. Et en fait, il peut surtout défendre la tour D7. Voilà, c'est le principal. Et d'autre part, ils menacent simplement d'échanger les dames. Et si les noirs réussissent à échanger les dames, ils ont résolu une bonne partie de leurs problèmes. Pas tout, mais ils ont résolu une partie de leurs problèmes. Ici, alors une erreur à ne pas commettre, évidemment, ça serait d'échanger les dames. Alors là, ça remettrait tout en cause, parce que simplement, les noirs reprendraient, les noirs qui ont quand même une tour en plus. Alors, ils vont perdre peut-être un petit peu de matériel, mais malgré tout, sans les dames, il n'y a plus de maths. Par exemple, sur fou.f6, ici, avec idée, si les noirs reprennent, les blancs prendraient la tour en D7, c'est possible, mais malgré tout, par exemple, sur tour prend, je pourrais simplement essayer d'enlever mon fou sur échec au roi, le roi s'en va, et puis je décale mon roi. Bon, les blancs ont une excellente position, hein, mais malgré tout, voilà, les noirs respirent un petit peu. Donc les blancs, dans cette position, ils ont trouvé une méthode beaucoup plus claire pour gagner. Ici, les blancs jouent et font échec et mat en 3 coups. Voilà, c'est une combinaison très célèbre qui porte le nom de mat de l'opéra et qui est un peu le point culminant de cette partie. Jusqu'ici, les blancs ont joué parfaitement, ils ont mis toutes leurs pièces en jeu. On voit qu'il n'y a pas une pièce qui pourrait être mieux placée en réalité, les deux fous sur les deux grandes diagonales autour du roi, la tour sur la colonne ouverte, la dame parfaitement placée qui a plein de colonnes, lignes et diagonales ouvertes. Mais maintenant, il faut conclure. Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir pour essayer de trouver la solution. Là, c'est comme un exercice en réalité, mat en 3 coups. Voilà. Alors, je vais vous montrer la solution. Ça commence par fou prend D7. L'idée de ce coup, c'est pas tellement de récupérer du matériel, c'est en fait d'ouvrir la colonne B pour la dame. Parce qu'on va voir que la dame aura besoin d'attaquer le long de la colonne B. Ici, les noirs n'ont pas le choix, hein, ils sont en échec, en plus fourchette, 3 dames. Bon, ils peuvent donner leur dame, mais d'ailleurs ça ne les sauverait pas, mais bon, ça coûterait la dame, donc ils reprennent du cavalier. C'était l'idée de leur coup précédent, dame 6, déclouer le cavalier pour qu'il puisse intervenir et reprendre en essai. Alors maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la solution, je vais essayer, avant de vous montrer le coup, de vous donner un petit indice. L'indice, c'est qu'on va essayer de faire un mat en mettant notre tour, cette tour D1, sur la case D8. Vous devez vous apercevoir que si la tour atteint la case D8, c'est échec et mat, grâce au fou qui contrôle la diagonale noire et qui défend la tour. Bien sûr, le problème, c'est que tour D8 est malheureusement un coup illégal, la tour ne pouvant pas passer par-dessus le cavalier. Quand on a vu ça, plutôt que d'abandonner l'idée de jouer tour D8, on peut se dire, je vais essayer de le faire marcher. Comment? En déviant le cavalier. Voilà. Peu importe ce que ça coûte en réalité, parce que si le cavalier n'est plus là, c'est échec et mat.
Donc ici, je pense que tout le monde a vu maintenant, il y a un sacrifice de déviation. On va sacrifier la dame pour dévier ce cavalier, le forcer à bouger, et ensuite on va placer le fameux tour D8, échec et mat. Et donc Morphy a joué dame B8, sacrifice de dame, une dame contre rien. L'idée, bien sûr, c'est que les noirs sont forcés de prendre puisque le roi n'a pas de case. Cavalier prend B8 forcé. On a réussi à enlever le bouchon sur la colonne D et on peut finir en beauté. Tour D8, échec et mat. Voilà. Ça, ce tableau avec le fou, la tour qui se place à côté du roi défendu par le fou en diagonale, on appelle ça le mat de l'opéra maintenant depuis. Et ce qui rend ce tableau de maths assez spectaculaire, c'est déjà le nombre de pièces que Morphy a sacrifié pour arriver à cette position, puisqu'il a quand même une dame et une pièce de moins dans la position finale. Il n'a plus que 2 pièces en tout et pour tout, bon, avec quelques pions, mais qui ne servent à rien dans la combinaison, qui ne sont pas avancés du tout. Mais les 2 pièces coopèrent parfaitement, développement parfait. Si on compare ça à la position finale des noirs, où le roi est sur la case de départ, le fou est sur la case de départ, la tour est sur la case de départ, le cavalier a dû revenir sur la case de départ, et seule la dame a réussi un petit peu à se développer, mais enfin sans faire grand mal au blanc. Donc en fait, c'est le différentiel d'activité des pièces qui a permis à Morphy de remporter cette victoire. Alors, bon, les noirs ne se sont pas défendus avec une très grande précision. Ça a permis à Morphy de réaliser ce petit chef-d'œuvre, voilà. Mais malgré tout, il nous montre avec cette partie beaucoup de qualités très importantes. Donc l'importance du développement rapide, l'importance d'utiliser les lignes ouvertes. D'un point de vue plus technique, l'importance de la paire de fous. On s'aperçoit, alors le fou s'est échangé à la fin, mais on s'aperçoit du problème qu'a constitué pour les noirs le fait que le fou de case blanche des noirs ait dû s'échanger très tôt dans l'ouverture, quand il a dû jouer fou prend F3. Voilà. Ensuite, le fou de case blanche des blancs n'avait pas d'opposant sur l'échiquier, il a posé de gros problèmes aux noirs. Voilà, enfin, tous ces principes sont très importants et on peut dire que la partie de Morphy est presque parfaite. Hein. Les analyses modernes avec les ordinateurs les plus puissants n'ont pas montré la moindre erreur chez Morphy, ce qui est assez rare dans les parties du 19e siècle. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer cette partie aujourd'hui, dans la mesure où c'est une des plus célèbres de l'histoire du jeu, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette leçon et je vous dis à bientôt. Au revoir.